j'ai pu remarquer que depuis quelques semaines, le respect du confinement fait particulièrement parler de lui. Que ce soit des vidéos de grands groupes de personnes qui marchent dans les rues, des figures d'autorité qui évoquent des théories parfois douteuses. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Autant vous dire que c'était clairement pas le pays des bisounours. Après avoir lu une centaine de messages, tous plus salés les uns que les autres, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens sortent alors que c'est strictement interdit. En psychologie sociale, on utilise ce qu'on appelle des modèles de prédiction pour prédire les comportements des individus. Et des modèles, il y en a beaucoup. Si on cherche un modèle pour prédire les comportements des gens, il faut en général un modèle qui colle au comportement qu'on essaie de prédire et à la situation dans laquelle survient le comportement. Essayer de prédire un comportement avec un mauvais modèle, c'est un peu comme pédaler sur un vélo qui n'a pas de roue. Tu peux pédaler autant que tu veux, tu vas pas aller très loin. Le modèle des processus parallèles de White nous dit que dans un monde parfait, si la situation vous paraît assez grave, qu'on vous donne des recommandations efficaces pour vous protéger et que vous avez la possibilité de réaliser ces recommandations, vous allez développer une forte motivation pour vous protéger. Oh mon Dieu, un grand méchant virus, j'ai peur! Pour être en sécurité et ne pas contaminer les autres, il faut rester chez vous. Oh oui, bonne idée! Sauf qu'on n'est pas dans un monde parfait. L'une des réponses émotionnelles majeures lors d'une pandémie, c'est la peur. Nous avons un ensemble de mécanismes de défense pour combattre des menaces comme le Covid. La peur qui s'en génère vient produire un sentiment désagréable. Ce sentiment désagréable est justement un motivateur pour faire diminuer la peur que nous ressentons. Si on suit une méta-analyse réalisée par Tannenbaum et d'autres chercheurs en 2015, on sait que faire appel à un sentiment de peur est efficace pour orienter l'attitude, l'intention et les comportements vers une perspective de protection face à une menace. Pour résumer, plus le message fait peur, plus on va être motivé à chercher un moyen pour se défendre. Et bien que des organisations comme l'OMS aient réussi à faire prendre conscience à de nombreux États et leurs populations que nous sommes vulnérables face à ce virus, d'autres personnes ont plutôt penché sur le côté inverse, c'est-à-dire rassurer la population. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Aujourd'hui en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Bon ok, on a clairement le premier problème. C'est qu'on a bien un message de peur, or on a des politiques et des personnalités publiques qui en ont fait leur cheval de bataille. Certaines donnent des avis complètement contraires aux recommandations de santé, les médias s'en donnent à cœur joie pour transmettre ces messages et jouent sur le débat de la dangerosité que représente ce virus pour créer des rebondissements afin de gagner de l'audience. Donc le message de peur qui se dégageait des informations de santé n'est plus clair et fort, il est incertain, mitigé et polémique. Ce qui se passe ici, c'est que la peur n'a pas été diminuée par la mise en place de comportements de santé, mais plutôt par la modification de la perception du risque lié à cette peur. Ce qui fait que les personnes qui adhèrent à ces propos ne sont plus forcément inquiètes et donc moins motivées à adopter des comportements pour se protéger. La perception de la menace n'est pas le seul facteur à prendre en compte lorsqu'on veut que les personnes restent chez elles. La perception de la menace interagit avec l'efficacité perçue du comportement prescrit. Plus on a peur, plus on va avoir besoin de recommandations efficaces et rapides pour changer nos comportements et réduire le sentiment de peur créé par la menace. Par exemple, si vous avez peur de tomber malade, restez chez vous, portez un masque et des gants, évitez de toucher votre visage, sont des recommandations qui permettent de diminuer le sentiment de peur car elles permettent de retrouver un contrôle sur la situation. En gros, plus les comportements qu'on nous conseille semblent efficaces pour faire face à une menace, plus nous allons les intégrer. En soi, les comportements de santé recommandés par l'OMS sont efficaces. Par exemple, on constate que la France et bien d'autres pays mis en confinement avant nous voient leur nombre de cas diminuer. À la base, quand nous avons un comportement qui va à l'encontre des règles sociales ou des lois auxquelles nous adhérons, nous développons de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est un sentiment de gêne et de tension qui se crée lors de la présence de deux éléments contradictoires au même moment dans notre espace cognitif. Par exemple, si vous savez que pour vous protéger du Covid, vous devez rester chez vous, mais que vous sortez quand même, cela va créer une tension interne car vos actes ne concordent pas avec ce que vous pensez. Et il y a deux manières d'éliminer cette tension. Soit changer votre comportement pour éviter d'être en inconsistance avec votre croyance, soit changer votre perception du comportement problématique et dissonant. L'un des moyens qu'on a de modifier la perception qu'on a d'une situation, d'un comportement ou même d'une pensée, c'est la rationalisation. Un individu va rationaliser lorsqu'il cherchera des causes permettant de justifier ses actes pour les rendre plus acceptables. Ces causes qui poussent les individus à sortir peuvent être très importantes et hyper légitimes, alors que d'autres fois, elles peuvent être beaucoup plus questionnables. On est face au même problème que pour la gravité de la situation et la vulnérabilité. On ingère une foule d'informations contradictoires provenant de sources différentes qui peuvent venir ou non influencer nos attitudes et comportements par rapport aux recommandations de santé.
Ces dernières semaines, on a pu voir énormément de personnalités s'exprimer sur le sujet de confinement. Des médecins, des politiques, des journalistes, et j'en passe. Ce sont des personnes avec une étiquette d'experts. Ils peuvent représenter des figures d'autorité, et on a beaucoup plus tendance à croire ce genre de personnes que notre bon vieux tonton Charles après son 6e whisky. Ces experts ont apporté beaucoup d'avis contradictoires. Et ça n'aide clairement pas à faire du confinement une norme de santé. On passe d'un comportement qui fait consensus et qui est normatif à un comportement qui est polémique et imprégné d'idéologie politique. Dans ce cas-là, l'opinion est divisée. Par conséquent, moins de personnes adhèrent au fait de rester chez eux. C'est d'ailleurs une problématique qui a été abordée par le directeur de l'OMS. The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. It exploits the differences you have at the national level. The unity of your country will be very important to defeat this dangerous virus. No need to use COVID to score political punches. Une dernière chose à prendre en compte, c'est l'auto-efficacité. Elle désigne le fait de savoir si on se sent capable ou non de réaliser un comportement. En ce qui concerne le confinement, le fait de se sentir capable de réaliser ce comportement sur le long terme dépend en grande partie de sa difficulté et de son coût. En quoi est-ce que c'est difficile et coûteux de rester chez soi ? Ça dépend de la situation de chacun. Si vous restez dans une maison avec jardin et pourquoi pas piscine, vu que les beaux jours arrivent, ce comportement semble plus facile à réaliser que rester seul dans un appartement de 10 mètres carrés. Lorsqu'on regarde certains articles sur les militaires en mission dans les sous-marins, on voit qu'il y a quand même un impact psychologique lié au confinement alors qu'ils sont volontaires et entraînés à rester confinés. L'un des facteurs déterminants qui vient influencer la perception qu'a un individu sur le fait de réaliser un comportement, c'est le coût comportemental. Plus le comportement semble difficile à réaliser et à maintenir, moins les individus vont être motivés à le faire. De base, il y a des inégalités sociales en termes de logement. Le problème, c'est que ces inégalités sont renforcées lors du confinement. Vivre dans un logement délabré ou trop petit pour le nombre de personnes qui y vivent, c'est une situation difficile, mais ça l'est encore plus lorsqu'on est obligé d'y rester enfermé. Notre sentiment d'auto-efficacité n'est pas uniquement influencé par la difficulté de la tâche, il est aussi influencé par nos pairs. On appelle ça l'expérience vicariante. Si vous savez que vos voisins ou vos proches sortent souvent de chez eux, il y a plus de chances pour que cela vienne diminuer votre capacité à rester chez vous. A l'inverse, si tout le monde réussit à respecter le confinement, cela va vous paraître moins dur de le respecter aussi. Notre sentiment d'efficacité s'en voit donc augmenter. Ok, revenons au modèle de White. Rappelons-nous ici que l'objectif principal lors de la perception d'une menace, c'est de réduire la peur. Et ça, peu importe que le choix pour la réduire soit rationnel ou non, tant que celui-ci permet de faire disparaître cette peur. Si on adopte un point de vue proche d'une norme médicale, pour réduire la peur, on a besoin d'une forte perception de risque qui s'accompagne de belles recommandations efficaces, réalisables et peu coûteuses, nous permettant de développer des comportements de protection face à la menace et donc d'éviter le danger. En soi, l'objectif lors d'une pandémie comme celle-ci, c'est d'orienter un ensemble d'individus avec des valeurs, opinions et milieux de vie différents à adopter le même comportement de santé pour diminuer la propagation du virus. Sauf que vous l'avez vu, tous les éléments qui composent ce modèle peuvent partir en vrille. On peut ne pas avoir assez peur parce qu'on a été rassuré par le discours de machin, on peut ne pas croire les recommandations de santé parce qu'un tel nous a dit que c'était pas nécessaire et qu'on ferait mieux de relancer l'économie. On peut faire face à de très grosses difficultés lors de notre confinement. Si on additionne les facteurs qui vont à l'encontre de la motivation à la protection face à la menace, un sentiment de peur qui a diminué, les perceptions de recommandations qui sont biaisées par différents discours, un sentiment de saturation par rapport au confinement, enfreindre les règles par rapport à ce dernier ne semble plus si délirant ou négatif, alors que pourtant la situation et les risques n'ont pas changé.